Depuis que je suis que l'État vraiment lâché un bagage, moi oublié mon bagage, les venir, moi sous bâton. Petit client même, il te met à bon coup, moi va supposer remettre lui. Après ça, manger encore, il te met faire manger. Les changer comme ça ou bien il bon moi ou bien pas bon moi même. Nous avons été, il y a 2 ans de ça, jusque dans les bas-fonds d'Haïti, les coins les plus reculés du pays, pour faire comprendre à certaines familles que quand ils envoient leurs enfants en domesticité, à Port-au-Prince ou dans n'importe quelle grande ville, ce n'est pas vraiment dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Si nous voulons avoir une société équilibrée, nous devons éviter ce genre de comportement. Nous devons éviter de créer le fossé entre nos enfants. Marraine moi prend moi li ba monter là. Il va monter là et il dit moi al dans marché. Là il va devant tout le monde, chaque monde dit qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Mettons comment maman parti. Moi j'étais dans caille ensemble avec il venu. Il demandé pour mal en relation ensemble avec. Moi je dis non, moi pas capable. Il dit oui pour m'aller, faut m'aller ensemble avec. Moi je dis non, moi pas capable. Il dit eh bien, si pas capable en relation avec, ou pas arrêter là quand maman. Hey, bonjour nos filters, bienvenue en Suisse. Hey, vous pouvez vous installer sans problème. Prenez place. Je m'appelle Ingrid. Je suis née en Haïti, plus précisément à Port-au-Prince, il y a 43 ans de cela. J'ai fait mes études primaires, secondaires en Haïti. Et je suis ravie de partager mon histoire avec vous. Un reste avec, c'est un enfant qui est généralement âgé au plus jeune de 5 ans. Ça peut être un petit garçon ou une petite fille, qui est généralement aussi quelqu'un de la famille, une cousine éloignée, un petit cousin éloigné parce que qui vit à la campagne parce que la famille ou les parents en campagne n'ont pas assez d'argent, n'ont pas de quoi élever l'enfant ou l'envoyer à l'école, se dit que toi, comme tu vis à la capitale, peux-tu l'accueillir chez toi? Nous avons des enfants qui ont des droits et des enfants qui n'ont aucun droit. Et ce sont ces enfants que nous appelons les enfants reste avec, les enfants en domesticité. On peut comprendre l'amour d'une mère pour son enfant parce que le problème c'est que là où ils sont, il n'y a pas les infrastructures nécessaires comme telles l'électricité, l'eau, les écoles, centres de santé, centres culturels, etc. Ça n'existe pas. Donc, une mère qui aime son enfant veut quand même quelque chose de bien. Il faut savoir cet enfant arrivé chez la personne, pense avoir la même vie que les autres enfants de la maison, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ne donnez pas vos enfants en domesticité. Vous avez une patate, vous avez 4 enfants. Coupez-la en 5. Mangez-la avec vos 4 enfants. Parce que votre enfant
placé en domesticité ne va jamais manger toute une patate à lui ou à elle seule. Pourquoi on dit rester avec? Parce que c'est un enfant qui se lève à 4 h du matin, 4 h 30. C'est la personne qui se lève la première, c'est celle qui se couche la dernière, c'est celle qui ne mange pas à table, c'est celle qui mange les restes. Je dis celle, ça peut être celui, mais généralement, c'est des jeunes filles. C'est celle et celui qui ne va pas à l'école. Et si elle va à l'école, on ne va pas se soucier si elle étudie bien, si elle n'étudie pas bien, on ne cherche pas à l'aider à faire ses devoirs. C'est celle ou celui qu'on humilie, qu'on tape, qu'on frappe beaucoup. La vie que vous imaginez pour votre enfant en l'envoyant en domesticité chez quelqu'un dans une grande ville, c'est vraiment utopique. C'est un rêve. C'est ça quand on est resté avec. La personne est assise là, tout près, le réfrigérateur est là, mais la personne doit appeler l'enfant reste avec pour lui prendre le pot d'eau au réfrigérateur. Et ce reste avec n'a pas le droit de boire cette eau. La personne, elle a quelque chose dans sa main, une assiette en aluminium, un seau dans sa main. Elle te balance ça à la figure. Tu as le visage défiguré, tu as le visage en sang. On parle d'un enfant de 7 ans, de 8 ans ou de 10 ans. Ça sera ton médecin demain. Et c'est cet enfant qui va te sauver la vie. Si nous voulons avoir une société équilibrée, nous devons éviter ce genre de comportement. Nous devons éviter de créer, c'est-à-dire de créer le fossé entre nos enfants. Mon enfance en Haïti, j'ai de très très bons souvenirs. Déjà avec mes sœurs, mon petit frère, nous sommes une fratrie de 4. Je suis l'aînée avec toutes les responsabilités que cela comporte. On s'amusait souvent, on s'amusait beaucoup, on jouait avec peu de choses parce que finalement les jouets on n'en avait pas, mais on en fabriquait nous-mêmes. Je me rappelle que je faisais des petites voitures avec la boue, on jouait avec les cercles comme ça. Je jouais aussi au foot avec les boîtes, les bouteilles en plastique. Mon histoire commence à l'âge de 7 ans, quand mon père, à l'époque, il y avait Jean-Claude Duvalier, président d'Haïti, et plus précisément en 1986. Ça c'est pour la Suisse, mais c'est 1986. Et à cette époque-là, on avait la vie dure, c'était compliqué. Mon père ne travaillait pas parce qu'il est musicien. C'était compliqué de faire des prestations. Ma mère était femme au foyer, elle ne travaillait pas. Donc le pays, c'était devenu très, 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 très compliqué à cette époque. Malheureusement, ça n'a pas changé jusqu'à maintenant, mais c'était très dur. Et du coup, il a décidé de partir pour, comme Jean nous dit en Haïti, pour aller chercher la vie meilleure à l'étranger. Et c'est là qu'il a eu l'opportunité de partir au Canada. Et il a expliqué à ma mère que voilà, par souci d'économie, par souci de renforcer les liens familiaux, c'est mieux qu'on aille s'installer chez ses parents à lui.
Les parents de ma mère n'appréciaient pas trop mon père parce qu'il était musicien, ils ne le considéraient pas assez bien. Moi j'avais 7 ans, j'étais toute contente avec mes sœurs, mon petit frère avait à peine 1 année. On était content d'aller retrouver toute la famille, on vivait dans une maison, les oncles, tantes, on était plusieurs dans la maison, mon grand-père et ma grand-mère paternelle. Les premiers mois, tout allait très bien parce que je pense que mon père arrivait là-bas au Canada, il faisait comme on dit, des balles. Donc il envoyait de l'argent, il nous envoyait de l'argent, surtout à sa mère pour qu'elle puisse s'occuper de nous. Jusqu'au jour où ma mère est tombée malade. En Haïti, c'est une maladie qui est très mal vue, c'est la tuberculose. Quand on attrape cette maladie, on est considéré comme des pestiférés. Mes grands-parents, surtout ma grand-mère, elle a pris peur. Donc elle voulait plus que qui que ce soit s'occupe, en tout cas de ma mère, et étant l'aînée de la fratrie. Donc c'était à moi de m'occuper de ma mère. Et en même temps que ma mère tombe malade, parce qu'il n'y a rien qui arrive sans autre chose, quand on commence à avoir des soucis, il y a tout qui tombe, ben mon père se retrouve en difficulté au Canada, donc du coup, pas d'argent. L'argent ne rentre plus. Donc on a été considérés comme un fardeau, comme des charges, comme des poids, parce que on s'est retrouvé à plus de 10 personnes dans la maison, pas assez d'argent qui rentre. Aujourd'hui, je l'interprète comme ça, c'est une sorte de colère de ma grand-mère vis-à-vis de moi, vis-à-vis aussi de ma cousine à l'époque. Avec ma cousine, en fait, on avait des tâches bien définies. Moi, je m'occupais de la lessive, pour tout ce qui concernait mes sœurs, mon frère et ma mère. Parce que, comme ma mère était malade, j'ai dit avant, il ne fallait pas que tout ça soit mélangé avec les autres vêtements, les autres choses de la maison. Et ma cousine s'occupait de tout le reste de la maison pour les autres membres de la famille. Et elle, mon Dieu, c'est-à-dire elle allait faire, à 12 ans, elle allait faire les courses, elle allait au marché, elle faisait le nettoyage. Des fois, on se mettait ensemble aussi pour laver le sol. Et c'est elle qui devait trouver les menus. Et quand ce qu'elle proposait et que si c'était la même chose par rapport à l'argent qu'on lui donnait et c'était pas au goût de ma grand-mère, elle en payait le prix fort. Et le pire dans tout ça, c'est que ma grand-mère, elle n'était pas comme ça seulement avec moi, qui est sa petite fille, et ma cousine, qui est sa petite fille aussi. Elle l'était aussi avec son propre fils. Paix à son âme aujourd'hui parce qu'il est décédé, parce qu'il s'opposait souvent. Et quand il s'opposait, c'est la souffrance. C'est un jeune homme qui a beaucoup souffert aussi. Et puis des fois, il y avait les autres pour ne pas prendre des coups, mais qui disaient rien, qui faisaient rien. Et du coup, c'est ma cousine et moi, on en payait beaucoup les frais. Comme il n'y avait pas d'argent, on n'était plus scolarisés, on nous a enlevés de l'école parce que c'était un moyen économique. On a commencé à manquer à manger parce qu'il y avait très peu de nourriture. Et ce qu'il y avait, c'est qu'au-delà des coups, je dirais que c'est la torture psychologique, c'était les mots. C'était un mélange d'une éducation stricte et de la maltraitance. Pourquoi je dis que c'est de la maltraitance physique, psychique et verbale. Marraine moi était bambou en lettre, mettait la bouillie et puis elle dit moi fais à casser à l'état. Mais tu vas tout petit oui, fais à casser pour. On m'a joué, m'a pompé, m'a joué à Timono, maman vient dire Simonique, à pas faire casser pour moi et puis il tire en ordem. Et tant que je suis là, m'a vu regarder je la pomme là. Là je la pomme dans souci et puis je courir à l'hôpital avec moi. Le docteur a dit son couteau on coupe on dit non doc mais tellement de marraine moi même pas de con maman. Moi dit non doc c'est tombé. Le docteur a dit non ça son coup forcé un gros coup de pomme. Je dis non elle tombé. Pendant me dit ça, le docteur a accepté avec moi de mettre tête moi. Même t'es petit. Ce qui m'a beaucoup marqué à cette période, c'est la faim. Oh my God.
Il y a un jour, on avait tellement, mais tellement faim. Ma mère s'était un peu rétablie et puis elle était partie aller chercher de l'aide dans sa famille à elle, voir comment on pourrait lui apporter de l'aide, comment on pourrait l'aider. Et puis ma sœur et la deuxième de la famille, elle et moi, on sortait parce qu'il y a un machin de fritaille qui a fait fritaille, voilà, là. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et nous étions tellement grand goût, mes amis. Grand goût était tellement raide. Nous sortis. Nous mettons dans le chita sous un petit perron, on sort petit, on timone. Nous sortis dans le chita sous lui juste pour respirer l'odeur de la nourriture. Pour nous respirer l'odeur pâté cordéa. Oh, ça sent bon. Je me rappelle encore, on disait ça avec ma sœur. Et c'est comme si ma mère, on était connectés avec ma mère et elle est rentrée à la maison avec les deux, il est rentré dans la maison avec deux pâtés cordés, puis il coupait il prend une, il coupait en trois pour moi-même avec deuxième sœur et puis lui-même, et puis l'autre, il coupait en deux parce que l'autre était petit frère avec l'autre petit soeur. Et puis les baïol. Et puis voilà, on a passé. C'était notre repas de la journée. L'argent, manque d'argent, peut entraîner le changement de l'attitude, le comportement des gens, même si c'est de notre famille. Et c'est ça qui est catastrophique. Le manque d'argent peut entraîner la famine. C'est pas la famine juste parce qu'on n'a pas d'argent et puis on ne peut pas acheter à manger, mais on peut priver des personnes de nourriture au profit d'autres. On fait le choix, on choisit à qui on aura plus ou pas et qui sera servi, qui se sert avant. C'est ça. La situation que j'ai vécue quelque part, même si ça a duré une année et demie, mais j'ai l'impression que ça a été l'éternité. C'est une expérience que j'ai longtemps enfouie, que je pense que je voulais oublier tout ça pour pouvoir avancer, parce que c'est ça aussi, quand on veut avancer, c'est le pouvoir de la résilience. Donc c'était une situation que j'ai complètement masquée, oubliée pour avancer. Donc ça s'est arrêté grâce à l'arrivée d'une tante côté de ma mère qui a appris la nouvelle, qui a appris comment on était traité, et puis qui nous a vus, qui a vu qu'on était affamés, qu'on avait la peau sur les os. On était tellement affamés que on regardait les gens manger, surtout mon petit frère. Et ma tante, justement, nous a aidés, elle nous a vus, elle est venue nous chercher, nous a amenés du coup de l'autre côté grand-mère maternelle. Bien sûr, avec tout ce qui va avec les reproches, on t'avait prévenu, on t'avait dit que c'était pas le bon garçon pour toi, on sait pas pourquoi tu t'es mariée avec, et ainsi de suite, c'est rentré là-dedans. Et là, au lieu que ça soit
ma mère a vu comment on avait été traité, surtout moi, comment j'avais été traitée par rapport à cette situation. Et elle a... C'est elle qui... on va dire que ça a changé de camp. C'est toujours dans la famille, hein, et ça a changé de camp. Et ça a changé de camp comment? Ça a changé de camp que ma mère, du coup, c'est elle qui... Elle a pris notre place parce qu'elle voulait qu'on retourne à l'école, parce qu'elle voulait qu'on soit éduqués. Elle s'était fait la promesse que jusqu'au dernier, on est 4, tant que le dernier n'a pas son bac, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'on arrive jusqu'au bac. Et c'était ça sa mission. Elle s'était donné ça comme mission, peu importe ce qu'elle va faire, dans quelle situation qu'elle se trouvera, et c'est ce qu'elle s'était donné comme mission. Cette situation a beaucoup d'effets sur moi parce que y a des effets positifs, des effets négatifs. Les effets positifs, on va dire que j'ai développé un état d'esprit de gagnant, on va dire. De gagnant sur le fait que rien n'est impossible. Un état d'esprit où peu importe ce qui arrive, je suis toujours dans la solution. Je suis toujours dans la compréhension. Je suis toujours d'avoir un autre regard, de ne pas juste avoir une seule vision fermée, obstruée. J'essaie toujours de tourner le prisme d'une autre façon et de comprendre pourquoi. Les effets positifs aussi, c'est par rapport à mon côté militante pour tout ce qui est droits humains, droits des enfants, droits de la femme. En fait, c'est presque, ça coule dans mes veines. On dirait que je reçois ça par intraveineuse. Les effets négatifs, l'un des effets, c'est que quand quelqu'un, j'ai beaucoup travaillé sur ça, c'est que je ne regardais pas les gens dans les yeux. Je baissais souvent les yeux. Mes premières années d'expérience professionnelle, surtout à l'étranger, j'ai dû travailler énormément sur ça parce que je devais apprendre à regarder les gens dans les yeux et donner mon opinion. Et ça, je ne comprenais pas. Vous voulez avoir mon opinion? Ah bon? Ça a de la valeur? J'ai fait un travail énorme sur moi pour ça. Et deuxième effet négatif, comme j'ai dit avant, c'est ma relation avec les hommes. Oh my God. Alors là, c'est... Certains ont pu me considérer comme une vraie garce parce que il fallait pas... Je sortais tout le temps les griffes, j'avais comme on dit, j'étais barricadée de partout, il fallait pas me toucher parce que cette relation, que j'avais cette vision de mon père, et pour moi les hommes c'était pareil, ils sont tous pareils, je les ai tous mis dans un même panier, vous faites toujours la même chose, c'est faites des enfants aux femmes, tous les Haïtiens sont pareils et puis ils se barrent. Un enfant qui a été en domesticité chez quelqu'un, traité comme une bête, on ne peut pas demander à cette personne, maintenant cet enfant devenu grande, on ne peut pas lui demander d'aimer parce qu'il n'a pas connu l'amour. Il ne sait pas comment aimer. Ouais, c'est la notion de confiance. J'ai dû beaucoup travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est l'une de mes valeurs non négociables. La difficulté qu'on retrouve aussi après en étant enfant et en ayant une maltraitance psychique, verbale ou physique, c'est que ça, généralement, la partie qui reste le plus souvent, c'est la partie qui n'est pas forcément la partie la plus positive. Et pour fuir des fois les coups, pour fuir cette violence,
Je vais vous donner un exemple, on peut retrouver 3 tableaux. Premier tableau, quand on fuit certaines choses, quelque chose qu'on n'aime pas, on quitte la maison, l'enfant fugue, tu ne sais pas où tu vas, tu te retrouves à la rue. Tu te retrouves comme les enfants qui traînent dans la rue, et d'ailleurs beaucoup d'enfants qui traînent dans la rue et que vous ne savez pas d'où ils viennent ces enfants. C'est des enfants qui étaient restés avec, qui ont fui justement les coups, la violence. Ils préfèrent sortir, aller dormir dans la rue, deviennent SDF parce qu'ils ne veulent plus avoir à subir ça. Deuxième chose, pour les petites filles. Les petits garçons en subissent aussi, mais ils n'en parlent pas parce que c'est des garçons. On va considérer ça comme du viol aussi, que ce soit les filles et les garçons. Mais les filles, pour pouvoir, vont se monétiser. Ça veut dire quoi? Elles deviennent des prostituées. Et là, on tombe dans quoi? Dans la prostitution infantile. Troisième situation, c'est que toute la famille, ou bien un peu plus grand, on en a tellement marre, surtout quand on a vécu ça pendant plusieurs années dans notre enfance, arrivé à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'il n'y a pas d'issue, on prend le bateau, on traverse, on va chercher la vie meilleure ailleurs. On devient réfugié au péril de sa vie. C'est pareil, cette migration que nous avons, des gens qui veulent aller aux États-Unis, c'est pour un mieux-être. Eh bien, ces gens envoient leurs enfants chez quelqu'un pour avoir un mieux-être. Mais c'est tout à fait le contraire. Et je pense que c'est notre devoir de dire haut et fort les méfaits, les impacts de cette situation sur le pays. Il ne faut pas blâmer ceux qui prennent le bateau. Parce que quand tu souffres, quand tu sais plus, tu n'as plus d'issue, la mort, tu n'y penses même pas. Elle n'existe pas. Tu te dis, mais non, mourir. Je ne peux même pas mourir alors que tu ne sais même pas nager. Tu n'as même pas de gilet de sauvetage. Mais non, parce que tu dis, ça ne peut pas être pire que ce que je vis maintenant. Je suis tellement à terre, on m'a tellement piétiné, on m'a tellement fait sentir que je n'étais personne. Prendre le bateau, traverser, alors là, mourir, la mort, c'est pas pour moi. Le Dieu qui est là-haut, il va me garder en vie. Et aujourd'hui, on peut se demander pourquoi nous avons tant de méchants, pourquoi nous avons tant d'enfants ou adultes qui peuvent tuer à n'importe quel moment, sans foi ni loi. C'est parce que la vie n'a pas d'importance. Sa vie n'a pas d'importance. Sa vie n'a jamais eu de l'importance. Et ça, je pense que, je le dis haut et fort, nous avons créé cette situation. On doit changer maintenant. On doit briser cette chaîne. On doit changer de posture. Posture mentale. Quand je dis changement de posture, c'est... Il faut arrêter de baisser les yeux. Il faut arrêter aussi de dire aux enfants, ne me regarde pas dans les yeux. Il faut dire l'inverse. Je t'explique ce que tu as fait n'est pas bien. Regarde-moi dans les yeux. Il faut arrêter de dévaloriser la couleur de notre peau. Vous savez très bien de quoi je parle. Il faut arrêter aussi le fait que quelqu'un parle français. Et là, je fais le vidéo en français. Mon café en créole tout. Mais c'est parce que je voulais que le message que m'a fait passer là pour aller plus loin. Le fait que yon moun parle français, il fait faute, tout le monde a grillé dans eux et puis il fait mon honte. Ça relève humiliation, changer de posture, arrêter de juger. Au contraire, je t'aide, je te prends avec moi. Ok, explique-moi. C'est pas grave si tu fais des fautes. Je comprends ce que tu veux dire. Tu peux le dire d'une autre façon. Tu l'aides à se corriger, à s'améliorer. Les enfants restent avec aujourd'hui seront les adultes de demain. Les enfants qui étaient restés avec il y a 36 ans en arrière sont les adultes d'aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir.
pas gen maman, li pas gen papa. Yo prend yo fait servi bonne, yo pas jambe voyer l'école. Et si li passe les bonnes, y a si même bâton sous col. Ti mari se reste avec, yo dit son ti moun qui bête. Bon Dieu garde yon ti moun rek, fait manger la dépassé. Yo dit c'est pour ça sous terre, servi moun à l'homme marché. C'est ça seulement yo vle le faire, yo vle le faire. Aïe 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 aïe. Mais chaque samedi soir, li prend miraille kay d'assaut. La kay yon frère qui bon corps. La secrétaire, la jete l'eau. La font ti monter. Pi wo, pour ça paléak. Nego wo yo. La fait joli couler de l'eau mes amis. Ti mari danse samba. Sans j'ai pas gardé en bas. La croix, c'est pas lui à mettre sous quoi. Un jour quand va arriver, si Marie gen pour lever, tout le monde a gardé le coin monde sous la tête, tout le monde c'est you. Ou de l'autre dit jour va, jour vient, puis ton sac est malgré ça, la vie a donc un yo-yo, ça combat gen pour l'en mercredi soir, la travail, jeudi soir. La travail, oui, vendredi soir, la travail. Mais chaque samedi soir, les prend miraille, kay d'assaut. La kay yon frère qui encore. La secrétaire, la jete de l'eau. La font ti monter. Pi wo, pour ça paléak. Nego wo yo. La fait joli couler de l'eau, mes amis. Ti mari danse samba. Sans j'ai pas gardé en bas. Et si l'hypothèse la croix, c'est pas lui, y'a vu mettre sous quoi, y'a pas mettre sous quoi. Dis-moi combien sont maman qui bête vielle tes familles. M'a dit combien sont maman qui méritent nos fonds voyons. Dis-moi plus qu'il n'a pays d'Haïti. Ti mon a mouru pour le drapeau pour la patrie. Machin diri ba yo diri. Mes amis les plus m'ouvrir mais l'estomac moins serré. Moi qu'on lit, moi qu'on écrit, moi t'as aimé qu'on mange. Dans l'hôpital pour ton presti moun yo pas qu'à crier. L'amitié ping oublié que un jour ça va changer. Pas besoin parler, pas besoin crier. Ou de leur cap chanter, c'est pour nous tendre. Pas besoin parler, pas besoin crier. Ou de leur cap chanter, ou de leur condenser samba. Sans j'ai le bagaté en bas. Et si on voulait le monter la gloire. La quoi pour frère yo Axel yo mes amis yo gen doit mettre le sous quoi aïe yo gen doit mettre le sous quoi aïe 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 aïe